Bonjour à tous et bienvenue sur Michael Jackson, le podcast. Je suis Michel Piscopo et étant fan de la première heure, j'avais envie de vous faire découvrir au fil de ces prochaines semaines un artiste de génie et un homme d'une grande générosité. Un homme avec ses défauts bien sûr, mais aussi avec ses qualités qui a donné sa vie aux autres afin de divertir et de procurer de la joie au monde entier. Il s'agit évidemment de Michael Jackson. Sachez que cette série de podcasts, l'un des rares podcasts sur Michael Jackson en français, est extrait de mon livre Michael Jackson, mon étoile, disponible sur Amazon en format livre numérique. Plusieurs épisodes de Michael Jackson, le podcast, vont constituer cette année 2005, année du procès de Michael Jackson face à la famille Arvizo. Ma volonté est d'en faire plusieurs épisodes et de bien expliquer comment Michael Jackson a été reconnu innocent de ce procès très médiatique. Cet épisode, ainsi que les suivants, ne contiennent pas l'intégralité des intervenants du procès, mais reviennent sur les témoignages les plus importants et les plus intéressants, même si certains propos peuvent éventuellement choquer. C'est pourquoi cet épisode, comme les suivants, qui revient sur le procès de 2005, ne doit pas être pris comme référence, de nombreux passages ayant été volontairement supprimés. Par souci de faire un épisode d'une durée acceptable, je ne reviendrai donc pas sur les détails pompeux du procès, ni sur les témoignages de personnes inconnues du grand public. Mon livre contient quant à lui l'intégralité des audiences et revient en détail sur ce procès. Je vous remercie donc de votre compréhension et de votre indulgence. Le 5 mai 2005, la défense commence ses plaidoiries en annonçant la venue des deux premiers témoins, Wade Robson, 22 ans, et Brett Barnes, 23 ans. Deux jeunes hommes, aujourd'hui, originaires d'Australie et qui ont partagé le lit du chanteur lorsqu'ils étaient enfants au début des années 90. Wade Robson, interrogé par Thomas Mesereau, nie toute agression sexuelle de la part de Michael. Wade Robson avoue avoir partagé le lit de Michael entre 8 et 14 ans, mais dément, comme l'affirmait un témoin de l'accusation il y a quelques semaines, avoir pris des douches avec le chanteur. Ron Zonen, l'adjoint du procureur, prend alors la relève pour effectuer un contre-interrogatoire. Ce dernier tente avec un ton plutôt agressif de faire dire à Wade Robson qu'il pouvait ne pas se souvenir d'agressions survenues durant son sommeil, ce à quoi le jeune homme australien répond que cela l'aurait réveillé. Le second témoin appelé par la défense, Brett Barnes, indique également avoir dormi avec Michael Jackson mais tient à préciser qu'ils portaient tous les deux des pyjamas. Interrogé sur des déclarations de témoins de l'accusation qui ont affirmé avoir vu Michael Jackson l'agresser sexuellement, Brett Barnes répond immédiatement que cela le rend fou parce que ce n'est pas vrai. Le 6 mai, ce sont les mamans de Wade Robson et de Brett Barnes qui sont appelées à témoigner. Joy Robson, la mère de Wade, déclare d'entrée de jeu qu'elle pense qu'il n'a jamais eu une attitude équivoque envers les enfants. Elle répond directement à Thomas Mesereau qui lui demande si elle pensait qu'il y avait eu des contacts à caractère sexuel entre Michael Jackson et son fils Wade, qui était habituellement invité chez la star dès l'âge de 8 ans. Elle décrit Michael comme quelqu'un d'unique et de généreux. Mais rapidement, Tom Sneddon entre en piste, ne pouvant laisser cette femme donner une image flatteuse du chanteur, tandis que lui-même le juge comme un prédateur sexuel. Dès le début du contre-interrogatoire, Tom Sneddon laisse entendre que Joy Robson a, depuis toujours, fermé les yeux sur l'attitude de Michael Jackson envers son fils, afin de privilégier son ambition de devenir danseur. Mais sans se laisser démonter, elle répond qu'elle connaît Michael depuis très longtemps et qu'elle a passé des heures à discuter avec lui sur divers sujets et qu'elle le voit comme un membre de sa famille auquel elle a entièrement confiance. Après la mère, la fille, Chantal Robson, sœur de Wade, qui elle aussi a passé plusieurs nuits au ranch du chanteur, témoigne. Elle affirme qu'elle a bel et bien vu son frère et Michael dans le jacuzzi, mais tient à préciser que tous deux portaient un maillot de bain. Après la famille Robson, c'est au tour de la famille Barnes de prendre la défense de leur célèbre amie. Marie-Elizabeth Barnes, maman de Brett, déclare elle aussi qu'elle a une confiance aveugle envers Michael Jackson. Elle précise également qu'elle n'a jamais vu le chanteur faire de gestes indécents. Le 9 mai, c'est une pléiade d'employés de Neverland qui se succèdent à la barre. Tous nient avoir vu le chanteur dans des situations grotesques avec des enfants et témoignent de leur entière confiance envers lui. Le 10 mai, c'est le manager du ranch du chanteur qui est appelé à la barre du tribunal de Santa Maria. Interrogé par l'accusation pour savoir si Michael Jackson entretient des relations amicales avec des femmes, Joseph Marcus répond que Michael a des amis, mais qu'il est incapable de citer des noms exacts à part ceux d'Elizabeth Taylor et de Liza Minnelli.
Tandis que Tom Sneddon ironise sur le nombre de femmes dans la vie de Michael, Joseph Marcus affirme qu'il n'a jamais reçu l'ordre de maintenir captive à Neverland la famille accusatrice et qu'il n'a, lui-même, jamais donné d'ordre dans ce sens. Au sujet de l'ordre donné en février 2003 au gardien du ranch de ne pas laisser le jeune garçon et son frère quitter la propriété, Joseph Marcus explique que les deux garçons avaient pour habitude de conduire des voitures à l'intérieur de la propriété et que cet ordre avait pour but de les empêcher de se rendre sur la voie publique. Le 11 mai, la star de Maman j'ai raté l'avion entre en piste. Macaulay Culkin est appelé par l'équipe de Michael afin qu'il puisse répondre de vive voix aux témoins qui disent l'avoir vu être sexuellement abusé par le chanteur. Et c'est avec véhémence que Macaulay Culkin tient à remettre l'église au milieu du village. Non seulement il se dit surpris que personne n'ait jamais eu l'idée de venir lui demander si tout cela était vrai, mais en plus il déclare avec force que les accusations portées contre Michael Jackson sont totalement ridicules. Il précise également que jamais il n'a eu à subir un quelconque mauvais traitement de la part du chanteur. Le 12 mai, le reportage de Martin Bashir fait à nouveau parler de lui. David Legrand, ancien avocat embauché par le chanteur début 2003, affirme que le contrat conclu avec le journaliste britannique Martin Bashir n'était pas à l'avantage du chanteur. Il précise qu'il y avait 2 documents d'1 page chacun avec 1 ou 2 paragraphes courts. C'était de mauvais contrats, très simples et trop vagues, explique l'ancien avocat, qui n'était pas au service du chanteur au moment de la signature de ces contrats. Il affirme que Michael Jackson lui a dit que Martin Bashir lui avait promis de lui montrer la version finale avant sa diffusion, ce qui n'a jamais été fait. L'avocat indique également avoir fait ouvrir une enquête sur 3 membres de l'entourage du chanteur qu'il soupçonnait de malversation car selon lui, 1 ou 2 personnes auraient volé environ $1 million à Michael. Les personnes citées par l'avocat, en l'occurrence Frank Cascio et Vinnie Amen, sont soupçonnées par l'accusation d'avoir comploté avec Michael Jackson pour séquestrer la famille Arvizo à Neverland. Mais contrairement à Michael, aucune d'elles n'a été inculpée pour complot ou toute autre charge dans ce procès. David Legrand explique avoir été congédié peu après avoir écrit à l'une de ces personnes pour lui demander des explications sur des retraits suspects sur le compte de Michael Jackson. L'accusation tente alors de faire admettre à l'avocat que Michael Jackson s'est affolé après la diffusion du documentaire de Bashir et que, perdant son sang-froid, il a paniqué à la vue de sa situation financière difficile et craignant que sa carrière ne s'effondre. Mais selon David Legrand, la seule chose qui préoccupait Michael à ce moment, c'était de la diffusion d'images de ses enfants. Le 13 mai, l'ancien avocat de Michael, Mark Geragos, est appelé en tant que témoin dans le procès de Jackson. Il indique qu'il a engagé en 2003, quelque temps après la diffusion du reportage de Martin Bashir, un détective privé afin d'ouvrir une enquête sur la famille accusatrice car il l'a soupçonné de vouloir extorquer de l'argent au chanteur. Il déclare avoir empêché que Michael soit victime d'un crime et qu'il pensait que cette famille allait essayer de monter un chantage. Il assure que l'enquête sur la famille Arvizo a duré 5 ou 6 semaines et que selon lui, Michael n'avait rien à faire avec eux et qu'il avait l'impression qu'un désastre était sur le point de se produire. Il affirme qu'en se rendant à Neverland, il n'a jamais vu quelqu'un faire quoi que ce soit de criminel, mais qu'il s'est vite rendu compte que quelqu'un pouvait être une cible idéale. Le 16 mai, le procès reprend après 3 jours de pause. En ce jour, plusieurs anciens employés de Michael jettent le trouble sur les accusations portées contre Michael Jackson. 2 anciennes employées de Neverland affirment qu'aucun membre de la famille Arvizo n'a jamais tenté d'appeler de l'aide durant la période supposée de la séquestration dont elle a été victime. De plus, elles dépeignent Gavin Arvizo et son frère Star comme des enfants particulièrement difficiles qui cherchaient à se procurer de l'alcool et des revues pornographiques à l'insu de Michael, alors que l'accusation tente de prouver que c'est Michael Jackson lui-même qui incitait les enfants à boire de l'alcool et qui montrait des magazines et des sites pornographiques sur Internet à sa victime présumée et à son frère. Maria Gomez, femme de ménage à Neverland, affirme que la chambre de Gavin était toujours en désordre et qu'il se comportait comme un sauvage. Elle indique avoir vu un jour un magazine pour adultes dépasser du sac à dos de Star Arvizo, alors que lors de son témoignage, ce dernier avait précisé n'avoir jamais vu de magazine érotique avant que Michael Jackson ne lui en ait montré. Madame Gomez affirme également que la mère de la victime présumée lui avait dit un jour avoir demandé à ses enfants d'appeler Michael Jackson « papa ». Concernant la cave à vin du chanteur, un ancien garde de sécurité du ranch avoue avoir surpris la victime présumée et son frère un soir dans cette pièce avec une bouteille de vin à moitié entamée.
L'un des cuisiniers de Michael Jackson raconte de son côté comment le frère de la victime présumée avait exigé de lui qu'il mette de l'alcool dans son milkshake, faute de quoi il le dénoncerait à la star pour le faire renvoyer. L'accusation est sous le choc de ces affirmations. Elle est désemparée et ne sait quoi répondre. Elle encaisse ce nouveau coup en pleine figure mais semble être la seule à ne pas vouloir ouvrir les yeux sur la profonde vérité de cette affaire. Le 17 mai, Irène Laverne Peters, enquêtrice au sein des services du département et de l'enfance, déclare qu'elle et certains de ses collègues ont entendu la famille accusatrice le 20 février 2003 à l'appartement du petit ami de la mère du jeune accusateur. Elle précise que cet entretien a eu lieu après que ses services eurent reçu de nombreuses plaintes après la diffusion du documentaire Living with Michael Jackson. Elle affirme qu'au cours de cette audition, la famille tout entière fut questionnée afin de connaître la nature des relations qu'elle entretenait avec Michael Jackson et savoir s'ils avaient été maltraités par ce dernier. Chaque membre de la famille a affirmé n'avoir jamais été maltraité et Janet Arvizo assurait que Michael Jackson se comportait comme un père de famille. Irène Laverne Peters soutient que la famille et les enfants en particulier a été questionnée au sujet du temps passé dans la chambre de la star. À l'époque, Janet Arvizo avait déclaré que ses enfants dormaient bien dans la chambre du chanteur mais jamais dans le même lit. Gavin lui aussi niait avec force ce qu'il reproche aujourd'hui à Michael Jackson. Après l'enquêtrice au sein des services du département et de l'enfance, c'est Simone Jackson, la cousine de Michael Jackson, qui affirme avoir vu le jeune accusateur et son frère subtiliser du vin dans la cuisine de Michael Jackson tard dans la nuit. Le 18 mai, le frère de Simone, cousin de Michael, raconte comment lui aussi a surpris Gavin Arvizo en train de voler du vin, de l'argent à plusieurs employés et de se masturber en regardant des films pornographiques à la télévision à l'insu du chanteur. C'est ensuite au tour de Virnie Watson-Johnson, une actrice qui avait joué le rôle de la mère de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, qui prend place à la barre. Elle raconte que la mère du jeune garçon l'avait sollicité en 2002 pour récolter de l'argent afin de soigner le cancer de son fils, mais la soupçonnant de détourner les sommes à son propre profit, l'actrice cessa rapidement les versements financiers par un manque de confiance évident envers Janet Arvizo. Virnie Watson-Johnson indique également avoir proposé l'ouverture d'un compte spécial pour que ces versements financiers soient directement à destination du jeune garçon, mais Janet Arvizo s'y opposa, préférant que l'actrice dépose plutôt l'argent sur son propre compte. C'est ensuite au tour d'Asia Pryor, ex-petite amie de l'acteur Chris Tucker, d'offrir son témoignage. Elle affirme que Janet Arvizo a été furieuse suite à la diffusion du documentaire de Martin Bashir car ses enfants y apparaissaient sans son autorisation et que Janet Arvizo se disait très heureuse de participer à une vidéo qui tentait de disculper Michael. Asia Pryor déclare également avoir versé de l'argent à la famille Arvizo, mais que la mère et la sœur de Gavin avaient essayé de faire pression sur elle pour qu'elle leur achète une voiture. Suite au témoignage de Asia Pryor, une vidéo du ranch de Neverland est diffusée à l'intérieur de la salle d'audience. Elle a pour but de décrédibiliser totalement l'accusation qui a affirmé que la famille Arvizo, soi-disant retenue contre son gré à Neverland, n'avait aucun moyen de connaître l'heure, alors que dans la vidéo diffusée, on découvre que de nombreuses horloges se trouvent un peu partout dans le ranch de la star. Le 23 mai, la défense appelle à la barre un expert comptable, Mike Radakovich, afin de démontrer que la mère de l'accusateur avait touché illégalement des prestations sociales. Ce dernier confirme qu'au moment où Janet Arvizo recevait des milliers de dollars de la part de Michael Jackson et de ses associés, et qu'elle encaissait 32 000 $ à la suite d'un accord judiciaire amiable avec la chaîne de magasins J.C. Penney, elle touchait une aide sociale gouvernementale de 769 $ par mois. M. Radakovich affirme que la mère du jeune accusateur menait un train de vie important à l'époque où elle se dit avoir été séquestrée à Neverland. En 3 semaines, elle a ainsi dépensé quelques 7 000 $ en restaurant, en vêtements et en coiffeur. Merci Manriquez, employé pour les services sociaux et interrogé à la suite de Mike Radakovich, atteste que le fait que Janet Arvizo n'ait pas fait part de ses revenus aux services sociaux équivaut à une escroquerie. La défense fait défiler ses témoins et c'est au tour de Marion Arvizo, belle-sœur de Janet Arvizo, qui égratigne un peu plus cette dernière, la décrivant comme cupide et sans cœur. Marion Arvizo raconte qu'un jour, tandis qu'elle avait réussi à collecter du sang pour aider à soigner le jeune Gavin, qui souffrait d'un cancer, lors d'un entretien téléphonique, Janet Arvizo lui a dit qu'elle ne voulait pas de son sang, mais qu'elle voulait de l'argent. Pour terminer la journée, la défense appelle un dernier témoin
Il s'agit du responsable de The Mid Valley News, un journal local qui affirme que Janet Arvizo avait fait pression en 2000 pour qu'une publication incite ses lecteurs à verser de l'argent pour son fils malade. Ce journaliste se dit également trompé par la mère lors de la première publication sentant une mauvaise utilisation du cancer de son fils. Tom Sneddon, sous couvert d'un contre-interrogatoire virulent, ose affirmer qu'à cette époque, la famille Arvizo avait vraiment besoin d'argent, non seulement pour les soins médicaux de Gavin, mais pour compenser un soi-disant dénuement plus important. Le 24 mai, une nouvelle fois, les témoins se succèdent. Jay Leno, le célèbre animateur américain, vient raconter comment il a eu affaire à la famille Arvizo, précisant avoir eu plusieurs coups de téléphone et de nombreux messages depuis l'an 2000 de la part du jeune Gavin. L'animateur précise qu'à chaque fois qu'il recevait un appel téléphonique du jeune garçon, il lui semblait que tout ce que disait Gavin était écrit à l'avance et qu'à chaque fois sa mère était à ses côtés pour orienter les conversations. Après le témoignage de Jay Leno, plusieurs autres témoins ont continué à décrire la victime présumée et son jeune frère comme des enfants particulièrement insupportables lors de leur séjour à Neverland. Ainsi, plusieurs témoignages évoquent les frères Arvizo à Neverland, roulant les voitures de golf à pleine vitesse et les renversant, crachant sur les employés ou leur lançant des chaussures depuis les attractions, lire des revues pornographiques, et Janet Arvizo est décrite comme une femme agitée et qui avait l'air de quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. Mary Holzer, expert médical travaillant pour le cabinet d'avocats chargé du dossier J.C. Penney, déclare que Janet Arvizo lui avait avoué que les coups qu'elle avait déclaré avoir reçus des agents de sécurité lui avaient en fait été portés par son mari. L'experte médicale lui a alors demandé de ne pas mentir et la mère accusatrice l'aurait alors insultée, menaçant de tuer sa fille de 9 ans par son frère qui, soi-disant, faisait partie de la mafia mexicaine. Le 25 mai, au 60e jour du procès, Chris Tucker termine son témoignage commencé la veille et raconte que, lors d'un voyage à Miami le 4 février 2003, il s'est isolé avec Michael pour lui faire part de ses doutes sur la famille Arvizo. L'acteur précise qu'à cette époque, Gavin appelait Michael « papa », tandis que lui-même était considéré comme son grand frère. Le comédien, qui qualifie Gavin de petit malin, dit s'être senti floué par les Arvizo qui n'avaient de cesse de solliciter sa générosité, même après avoir déjà versé $1 500 à cette famille. L'humoriste, très concentré durant l'audience, affirme également avoir invité la famille Arvizo lors d'un tournage à Las Vegas et qu'ils sont restés plusieurs semaines sur les lieux, à ses frais. À la fin du témoignage de Chris Tucker, la défense annonce qu'il s'agissait de son dernier témoin. Le procès devrait rapidement laisser place aux plaidoiries finales avant que le jury ne se retire pour délibérer sur le sort de Michael Jackson. Les 31 mai et 1er juin, avant de délibérer, les jurés sont soumis aux instructions du juge Melville afin d'être guidés dans leur jugement sur la culpabilité ou non de Michael Jackson. Les consignes délivrées aux 12 jurés ont donné lieu à d'âpres discussions quelques jours plus tôt en l'absence du jury. Il leur sera précisé par exemple de ne considérer les précédentes accusations d'attouchement sur mineurs ayant impliqué Michael Jackson dans le passé que si elles montrent une tendance à répéter les mêmes actes. De plus, toujours dans le cadre d'un jugement équitable, le juge Melville précise aux jurés que les charges liées à la prise d'alcool peuvent être dissociées du reste des charges et que le jury peut décider si les délits commis ont été prémédités ou non. En l'absence des avocats de la star et des procureurs, le juge demande aux jurés de ne pas se laisser influencer par la pitié, les préjugés et l'opinion publique. Le 2 juin, les plaidoiries finales démarrent. C'est le procureur Ron Zonen, l'assistant de Thomas Sneddon, qui commence les hostilités. Durant son discours, il insiste sur le prédateur sexuel qu'est Michael Jackson, déclarant que le chanteur aurait abusé de la faiblesse du jeune garçon causée par sa maladie pour abuser de lui. De plus, Zonen s'en prend violemment à la ligne de défense du chanteur, pointant du doigt le fait que l'unique stratégie de la défense a été de remettre en cause la crédibilité de la mère du jeune accusateur. Ce n'est que le lendemain, le 3 juin, que Thomas Mesereau peut s'exprimer librement, Ron Zonen ayant pris une bonne partie de la veille pour faire passer Michael Jackson pour un pédophile aux yeux des jurés. Au cours de sa plaidoirie, Thomas Mesereau tente une dernière fois de faire prendre conscience aux jurys de la faiblesse du dossier de l'accusation. Il revendique la naïveté de Michael et attaque la malhonnêteté de la famille Arvizo et notamment l'instabilité du jeune Gavin. Et l'avocat de continuer dans ce sens en affirmant que seul l'appât du gain a motivé la famille Arvizo à engager des poursuites contre Michael Jackson.
Mesereau s'en prend également à l'accusation en estimant que les procureurs ont révélé eux-mêmes la faiblesse de leur dossier en attaquant le chanteur personnellement et en promettant des choses dès l'ouverture du procès qu'ils savaient irréalisables. À la fin de sa plaidoirie, les jurés sont prêts à se retirer pour délibérer et Michael attend le verdict avec impatience. Le monde entier a les yeux rivés sur l'issue de ce procès sans précédent, dans lequel la vie de la plus grande star de tous les temps est en jeu. La tension est à son comble dans les rédactions de La Planète. Que va devenir Michael Jackson ? Pour l'heure, personne ne le sait encore. La vie du chanteur tient à la décision de ces 12 personnes qui, ensemble, vont sceller à tout jamais la réputation et le destin d'un homme déjà brisé, dont la santé n'a fait que décliner au fil des audiences et qui semble préoccupante, même si le chanteur lui-même dit se sentir bien. Dans les médias et dans la communauté des fans, certains pensent que le chanteur pourrait se suicider s'il passait par la case prison. Alors que le verdict ne devrait tomber que dans quelques minutes, le monde entier est sur le qui-vive. Mais avec Michael Jackson, rien ne se passe jamais comme prévu et la décision des jurés pourrait être difficile à prendre. Et c'est pour cela qu'à juste titre, ils vont prendre leur temps. Dès le 4 juin, les 12 jurés s'enferment dans une annexe du tribunal de Santa Maria de 8h30 à 14h30. Les 12 jurés débattent sur la culpabilité ou non du roi de la pop. Une délibération qui va s'éterniser jusqu'au 13 juin 2005. Tout au long de ces derniers mois, les fans de Michael auront suivi ce procès avec intérêt. À la vue de leur idole, chaque jour, à la télévision ou en direct sur Internet, les fans sont ravis de voir le chanteur. D'autant plus que, malgré l'épreuve, le roi de la pop continue d'émerveiller ses admirateurs avec un look très classe, style british, et toujours de bon goût mais bien moins clinquant qu'à son habitude. Chaque jour, les supporters du chanteur se sont massés devant le tribunal de Santa Maria. Chaque jour, de plus en plus nombreux. De plus, les retranscriptions des audiences font le tour du monde des sites web de fans afin de rétablir une certaine vérité par rapport aux affabulations que peuvent contenir les différents reportages de certains journalistes. Les fans suivent ce procès avec attention et ont la ferme conviction que tout cela n'a pour but que de détruire un homme, un noir, qui est devenu grâce aux blancs l'un des hommes les plus puissants de la planète. Les adulateurs de Michael Jackson auront-ils raison ou leur amour les rend-il trop aveugles pour voir la vérité en face ? I'm sorry, you always. Wait, what? Let's do it together. One, wait. 1, 2, 1, go! Voilà, c'est la fin de cet épisode de Michael Jackson, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de Michael Jackson et revenir sur la légende. À bientôt.